Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle édition de ce journal du confinement. Alors peut-être que exceptionnellement aujourd'hui, le journal du confinement ne tiendra pas bien son nom parce que comme vous le voyez, j'ai un peu changé de décor. Ouais, ce mur est un peu insipide, mais je suis au Parlement européen pour une session extraordinaire en réponse à la crise. Je vais vous débriefer tout ça aujourd'hui, à la fois la réponse de l'Union européenne à la crise, qui est loin d'être à la hauteur, mais surtout qui oublie consciemment, forcément, d'évoquer le cœur des sujets, les principaux sujets qu'il faut aborder. Et je vais vous raconter aussi un peu comment ça se passe, comment on travaille en tant que parlementaire au sein des institutions européennes, alors qu'on est tous coincés chacun les uns les autres dans nos pays. Donc je vous propose pour aujourd'hui de vous raconter un petit peu ces coulisses du travail au Parlement européen, et puis de faire un point sur la crise ici en France et dans le reste de l'Union européenne, et quitte à parler d'international aussi, de évoquer l'ampleur et l'impact de la crise au niveau international et en particulier pour les pays les plus pauvres. Voilà en gros ce que je vous propose aujourd'hui de se débriefer ensemble. Comme d'habitude, n'hésitez pas à participer largement, à poser toutes vos questions, à donner votre avis, à apporter vos témoignages. On a parfois aussi des gens qui nous regardent depuis la Belgique, je les salue d'ailleurs, parce qu'en ce moment on est dans le même pays, des gens qui nous regardent aussi d'autres pays. Bref, n'hésitez pas à nous saluer, à nous dire aussi quelle est vous votre perception de la réponse européenne, comment vous voyez les choses sur l'Europe. Et puis j'espère que tout ce que je vais vous raconter sur les coulisses des débats au Parlement européen et des véritables enjeux, ça vous donnera aussi des éléments de réponse pour l'émission qui va avoir lieu ce soir sur France 2. Vous avez peut-être vu, France 2 communique beaucoup dessus, en grande pompe. Il va y avoir une grande émission exceptionnelle sur l'Union européenne. Et après, quelle est la réponse de l'Europe à la crise? Et étrangement, ils ont confiné, eux, le débat démocratique, puisqu'ils n'ont pas pensé bon d'inviter la moindre opposition politique, telle qu'elle soit. Et donc, on se demande s'ils seront abordées les véritables questions qui gênent, qui fâchent, celles que nous, ici, nous portons au Parlement européen, mais force est de constater honnêtement qu'elles sont globalement ignorées, et comme je le disais, je pense sciemment. Donc voilà, j'espère que ces éléments vous donneront de quoi alimenter le débat, puis même participer. France 2 invite très largement sur les réseaux sociaux à réagir, sur Twitter notamment, mais aussi par SMS. Donc si jamais vous regardez l'émission de France 2 ce soir, n'hésitez pas à leur envoyer ces éléments d'analyse qu'on va partager ensemble et dont on peut discuter. Donc voilà, n'hésitez pas à partager aussi ce live pour qu'il y ait le plus de monde possible qui puisse y participer. Je vois que certains commencent déjà à réagir. Bernard qui nous dit la réponse européenne n'est pas à la hauteur des enjeux, les larbins du capitalisme, comme France 2. J'aime bien pour la petite blague. Et puis derrière, la vraie question aussi, surtout en Europe, c'est qui va payer cette crise. Et c'est ça véritablement dont on va discuter aujourd'hui, parce que pour moi, la plus grande question qui est posée aujourd'hui, c'est véritablement qui va payer la crise, tant au niveau français qu'au niveau européen. Et on sait que le vrai danger, c'est qu'en réalité, ceux qui payent la crise, ce soit la vaste majorité de la population, ceux-là même qui sont en première ligne de la crise. Bon voilà, je suis pas plus longue sur l'intro, mais je regarde vos questions, vos commentaires au fur et à mesure, donc voilà, n'hésitez pas à participer. D'abord, la première chose, sur comment on travaille quand les institutions démocratiques sont limitées physiquement, et quand on est, a fortiori comme nous, un député de l'opposition au Parlement européen. D'abord, franchement, je vais être honnête avec vous, les institutions européennes, mais en particulier le Parlement européen, tournent au ralenti. Il y a une espèce de ralentissement général du travail parlementaire, avec une suspension quasi complète de tous les dossiers sur lesquels on était en train de travailler. Donc tous les dossiers qui traitent de l'écologie, de l'économie, tous les dossiers qu'on étudiait en ce moment au Parlement, ils ont été suspendus.
Ce qui déjà pose plusieurs questions parce que ils ont été suspendus, mais on ne sait pas si tous vont recommencer à un moment ou à un autre ou s'ils vont pas en profiter pour en mettre certains à la poubelle. Et aussi, pour être honnête, ce que révèle cette crise et la manière dont fonctionne le Parlement européen, c'est qu'en réalité, le pouvoir au sein de l'Union européenne se retrouve dans les mains d'une minorité encore un peu plus faible et qu'on voit qui détient véritablement ce pouvoir en ce moment. C'est vrai d'ailleurs en France, avec la Ve République, cette espèce de pouvoir monarchique, avec une exacerbation d'un homme seul qui a pris la décision. On l'a vu d'ailleurs pour la fin du confinement le 11 mai. Quand on compare avec les autres États européens, on n'a nulle part un homme seul qui, pendant 25 minutes, tel un roi, vient sauver la nation. Dans la plupart des autres pays, c'est des interventions conjointes, politiques, avec les experts sanitaires. C'était le cas ici en Belgique, c'est le cas aussi en Allemagne. Et donc on voit bien là qu'en ce moment, il y a un homme seul qui décide. C'est même pas le gouvernement, c'est un homme seul, Emmanuel Macron, avec le Parlement qui est très peu associé, qui n'a pas été associé à la date du 11 mai, qui n'a pas les informations et qui ne peut pas participer au plan de protection qui devrait être mis en place et au plan de sortie du confinement qu'on appelle de nos vœux. C'est encore plus vrai, je dirais, à l'échelon européen, puisqu'on voit que tout le pouvoir est en fait concentré à la fois dans la Commission européenne et les chefs d'État, et surtout les chefs d'État les plus puissants, particulièrement, je pense à l'Allemagne, mais à certains États du Nord, les plus riches, qui essaient d'imposer un certain nombre de règles aux États, en l'occurrence du Sud, qui en plus subissent de plein fouet cette crise. Et ce qui est inquiétant, c'est de voir à quel point notre Parlement européen, ils essaient de le maintenir à l'écart. On voit que par exemple le président du Parlement européen a été exclu des décisions clés sur le plan de relance européen. Et puis, il se dit que si le président du Parlement a été exclu, c'est à la demande de l'Allemagne et des Pays-Bas, qui par ailleurs, on va le voir, jouent un rôle aussi pour défendre de nouvelles mesures d'austérité qui s'imposent aux États européens. Et ce qui est une douce ironie quand on pense au profil d'un pays comme les Pays-Bas, qui est en plus un paradis fiscal, et qui du coup ne cesse de piller de l'argent aux autres États européens et qui après va donner des leçons en disant qu'il faut qu'ils fassent des réformes d'austérité. C'est ralenti d'un point de vue démocratique, mais en revanche, bizarrement, il y en a pour qui c'est pas ralenti et qui ont trouvé à s'adapter, c'est les lobbies qui sont hyper actifs en ce moment au Parlement européen. Alors, ils ne sont plus là à rôder dans les couloirs, mais manifestement, ils font chauffer leur téléphone pour contacter directement la Commission européenne et notamment pour profiter de la crise que l'on vit en ce moment pour se débarrasser de toutes les ambitions climatiques, tous les projets qui étaient prévus, certes à minima au niveau européen en matière climatique. La pression est particulièrement forte de la part des entreprises polluantes, comme l'aviation qui essaie un peu d'organiser leur propre sauvetage, et des grandes entreprises multinationales aussi qui polluent le plus. Et à la suite de la crise et ou de l'activité intense des lobbies européens et de ces lobbies des grandes multinationales, la Commission envisage même de repousser la proposition de nouveaux objectifs climatiques en 2030 de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En gros, on est en train de vivre une crise et puis ils se disent non, ça ne nous sert pas à nous alarmer sur une autre crise qui va nous tomber sur un coin de la tête, la crise climatique. Non, surtout, masquons-nous et profitons-en pour enlever toute ambition climatique du travail européen. Et je vais pas vous mentir, c'est difficile pour nous, parlementaires européens, d'essayer de contrôler la Commission, mais on essaie de le faire autant que se peut. Notamment, il y a un des lobbies qu'on a retrouvé, c'est un lobby qu'on connaît bien en France et dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, c'est BlackRock. Vous savez, BlackRock, c'est le premier fonds de gestion de patrimoine, le premier fonds de pension aussi au niveau international, premier actif, détenteur d'actifs, et qui a été très actif ces dernières semaines et qui a même réussi à obtenir un contrat avec la Commission européenne qui l'a choisi, BlackRock, pour rédiger un rapport sur l'intégration des facteurs environnementaux et sociaux dans la supervision des banques. Alors là, franchement, c'est jackpot. C'est un peu comme si on avait demandé
à Monsanto de mettre fin aux OGM. Un petit peu comme si on avait demandé aux paradis fiscaux de mettre en place une régulation contre l'évasion fiscale. Alors du coup, nous, avec d'autres collègues et notamment la délégation Insoumise, on a fait le choix d'envoyer une question écrite à la Commission européenne pour demander des comptes à ce contrôle, à ce conflit d'intérêts, pour que on mette fin à ce conflit d'intérêts tout simplement, et que la Commission européenne ne puisse pas de telle manière déléguer un champ qui est important en plus à ceux qui sont responsables aujourd'hui du changement climatique, puisque BlackRock finance aussi en grande partie des énergies qui sont polluantes. Alors c'est dans ce contexte que je me retrouve là devant vous, dans le Parlement européen. On n'est pas très nombreux, interviennent surtout soit les députés qui sont basés à Bruxelles ou les présidents de groupe du Parlement européen. C'est la deuxième session que l'on tient depuis le début de la crise du coronavirus, et elle est de nouveau entièrement dédiée à la réponse européenne à la crise. Et le contenu de la plénière cette semaine, c'est d'abord un vote sur des mesures d'urgence pour débloquer de nouveaux fonds, mais aussi une discussion plus générale sur l'approche à avoir en réponse à la crise pour nos institutions européennes, que l'on a débattu dans le cadre d'une résolution qui a été discuté entre les différents groupes au Parlement européen. L'objectif au Parlement européen, c'est toujours le même, c'est d'essayer de trouver un consensus et de travailler à un texte commun au niveau européen. Je vous passe les longues heures plus ou moins nocturnes de négociations entre les différents groupes auxquels on a participé. Moi, j'étais rapporteur pour notre groupe sur cette résolution avec Martine, mon coprésident, et honnêtement, sans surprise, les grands groupes, cette coalition entre la droite et les socialistes notamment et les libéraux au niveau européen s'est emparée de ce travail sur cette résolution pour nous proposer une résolution fade, tiède et qui n'aborde pas les véritables enjeux qui aujourd'hui doivent être discutés, parce que sinon on passerait complètement à côté de la crise. À aucun moment, par exemple, dans la résolution, n'est abordée la question de l'austérité budgétaire et de la responsabilité des coupes budgétaires dans les hôpitaux publics ou la santé de manière plus générale. Et honnêtement, j'ai le sentiment que on était présent dans ce débat au Parlement, et c'est comme s'il y avait un énorme éléphant au milieu de la pièce, et puis on ne le voyait pas. Tout le monde continuait sa petite discussion dans son coin avec ses petits enjeux et ne comprenait pas en fait que oui, il y avait un éléphant au milieu de la pièce et peut-être qu'il fallait en parler. Et je pense, et c'est ça vraiment dont je voulais vous parler, qu'il y a 3 enjeux majeurs aujourd'hui au niveau européen, 3 enjeux sur lesquels les grands groupes européens refusent de se positionner et finalement abandonnent une part de leur souveraineté et refusent de tirer les leçons du passé. Le premier problème majeur, c'est évidemment le problème de l'austérité. Je veux dire, on peut pas parler de cette crise du coronavirus sans regarder dans le rétroviseur et se dire mais comment on en est arrivé là? Comment ça se fait qu'en 20 ans, il y a eu 100 000 lits d'hôpitaux qui ont été fermés en France, que en 10 ans, il y a eu 14% en moins de lits de réanimation dans toute l'Union européenne. Et ça, c'est une conséquence directe des politiques européennes, des recommandations de la Commission européenne. Alors c'est vrai, hein, il faut aussi pointer du doigt la responsabilité des États qui ont appliqué avec zèle ces recommandations. Mais quand même, 63 fois entre 2011 et 2018, la Commission européenne a recommandé aux États membres de couper dans leurs dépenses publiques dans les hôpitaux. Malheureusement, la conséquence, on la voit aujourd'hui, c'est que l'austérité tue directement. Et ne pas en parler est ahurissant. Et pas une seule fois dans cette résolution, leur résolution commune, n'est abordée la question de l'austérité budgétaire et ses conséquences terribles. Et le problème de tout ça, c'est qu'on n'a tiré aucune leçon du passé et que on est, ou plutôt ils sont en train de reproduire les mêmes erreurs, puisque ces conditionnalités qui ont été imposées dans le passé aux États, et notamment l'austérité budgétaire, ils veulent les reproduire.
Alors qu'on voit que les économies, les États du sud de l'Europe en particulier, sont au bord du gouffre, c'est le cas notamment de l'Italie et de l'Espagne, on s'attend à un chômage de masse de plus de 20% dans les prochains mois, notamment en Italie. Tout ce que demandent ces États, c'est des marges de manœuvre budgétaires pour faire face à la crise. Et là, encore une fois, il y a eu un débat qui s'est tenu sans nous, et c'est uniquement l'Eurogroupe, donc les ministres des Finances de la zone euro et qui a été élargi à l'ensemble des ministres des Finances de l'Union européenne qui ont discuté autour d'une table sans l'assentiment des peuples européens et de nouveau les Pays-Bas qui se sont fait les porte-parole des États austéritaires et qui ont débloqué de l'argent, plus de 500 milliards d'euros, mais en le conditionnant de nouveau à de l'austérité. Et là, je sais pas si vous avez vu, la semaine dernière, c'était Cocorico, la France disait c'est formidable, l'Union européenne répond présente aux défis que pose la crise du coronavirus, on est tous là, et l'Union européenne vient en aide aux États. Mais là, je vous invite vraiment à aller regarder dans le détail. Ouais, c'est vrai, il y a 540 milliards d'euros qui ont été débloqués, mais cet argent, il est conditionné. Et donc, ça veut dire que l'Union européenne et les États européens vont rester prisonniers de la même orthodoxie libérale et des mêmes contraintes budgétaires. Et c'est un peu comme si on allait tenter, je sais pas, d'éteindre un incendie avec de l'alcool à brûler. Et en réalité, on sait très bien que la maison, elle va brûler encore 2 fois plus de cette manière-là. Et en continuant à se voiler la face de cette manière, en pensant que cet argent débloqué va sauver le problème, en fait, ils écartent, à mon sens, le cœur du problème, qui constitue cet éléphant dans la pièce qu'on ne voit pas et qui est pourtant l'enjeu principal aujourd'hui, qui est la question de la gestion de la dette. La gestion de la dette, c'est aujourd'hui un peu comme une épée de Damoclès dont les États se servent pour faire pression sur les peuples européens en leur disant on n'a pas le choix, on a aujourd'hui une dette abyssale et pour la rembourser, il va falloir que vous fassiez des efforts, que vous fassiez des sacrifices. Un petit peu comme s'il n'y avait pas du tout d'alternative, alors qu'en réalité, il y a des solutions à la gestion de la dette publique qui, oui, c'est vrai, va beaucoup augmenter dans les prochains mois, surtout si on veut que les États aient les capacités budgétaires de répondre à la crise. Et il y a plusieurs leviers pour ça. D'abord, à aucun moment non plus, dans la résolution qu'on nous a soumise au vote, n'est abordée la question de la mise à contribution des plus fortunés. On pense, dans le cas français, à l'impôt de solidarité sur la fortune, à avoir des mécanismes beaucoup plus efficaces de lutte contre l'évasion fiscale, mettre à contribution les grandes entreprises multinationales. Donc ça, c'est un premier volet. Et ensuite, sur la gestion de la dette, il y a 2 choses qu'on peut faire. D'abord, on peut faire en sorte que les États empruntent ensemble. Donc concrètement, ça veut dire que les États européens, au lieu d'emprunter individuellement sur les marchés financiers, ils peuvent se mettre ensemble pour avoir un taux d'intérêt plus bas, que concrètement, ça leur coûte moins cher d'emprunter. Ça, c'est la première chose qu'on peut faire sur la dette. Et la deuxième chose, et c'est à terme la seule solution qui est souhaitable et viable pour faire face à la crise, c'est de demander, ou plutôt de permettre à la Banque Centrale Européenne, qui est quand même la banque centrale qui gère l'euro, de prêter directement de l'argent aux États européens, ce qui permet aux États européens de ne plus être à la merci des marchés financiers. Et sur le long terme, en fait, ça permettra d'effacer progressivement cette dette parce que seule la Banque Centrale Européenne a la capacité de créer de la monnaie ou de contracter des prêts à des taux d'intérêt très faibles, très bas, voire ce qu'on appelle en fait une dette perpétuelle, ce qui permet de l'effacer au fur et à mesure. Et en réalité, cette solution qu'on disait il y a quelques années farfelue, que l'on défendait déjà, même maintenant des économistes libéraux commencent à la défendre parce que on voit bien que les dettes qui pèsent aujourd'hui seront de toute façon pas remboursables et qu'il faut être complètement lucide sur cette situation-là et qu'aujourd'hui, ça ne sert que à imposer
de nouvelles cures d'austérité, à se serrer la ceinture aux différents peuples européens. Et la conséquence directe, on l'entend déjà, cette petite musique de la part des syndicats de patrons, du MEDEF, de la part de certains gouvernements et du ministre des Finances en France, c'est bon, il va falloir faire des efforts, il va falloir travailler plus, comme si en fait il n'y avait pas d'alternative. Et en réalité, et c'est ça moi le message que je voulais vous donner qui est peut-être un message d'espoir aussi, c'est il existe des alternatives. Encore faut-il que ces responsables politiques-là acceptent de les étudier et qu'ils aient le courage de remettre en cause les dogmes sur lesquels ils sont assis depuis tant d'années, mais qui ont prouvé plus que jamais leur inefficacité avec cette crise. Et c'est cette parole-là que nous, on a voulu porter à la fois dans l'hémicycle. Vous pouvez retrouver mon intervention de ce matin dans l'hémicycle au Parlement européen. On l'a publié ce midi sur Facebook pour voir, vous verrez un petit peu la différence de tonalité qu'on a essayé de mettre en disant mais il y a ces gros sujets-là que vous ignorez et dont vous voulez pas parler, alors que si on ne règle pas ces problèmes-là, on sait très bien qu'on court droit à la catastrophe, d'un point de vue sanitaire dans un premier temps, mais d'un point de vue économique et social sur le moyen terme. Et voilà un petit peu où est-ce qu'on en est dans la réponse européenne. Je vois qu'il y a pas mal de commentaires, je suis désolée, là j'ai fait un petit peu d'un bloc, mais c'était parce que je voulais vous présenter où est-ce qu'on en était et les solutions qu'on portait nous et l'état des débats au niveau européen. Soit dit en passant, avant de prendre vos questions, j'ai vu passer une question aussi sur le comment on vote concrètement à distance. Pour vous donner une idée, parce que j'ai ce papier à côté de moi, les votes en ce moment au Parlement européen, parce qu'on peut pas être présent et d'habitude on vote par une petite carte électronique qu'on met dans l'hémicycle. Et comme le Parlement européen est un peu au XXe siècle, on ne peut pas voter à distance depuis là où on est chez nous, parce que la plupart des députés sont confinés chez eux. Donc on vote avec ça, cette petite feuille avec des croix qu'on doit scanner, donc c'est pas hyper pratique. Mais voilà, pour vous dire un peu aussi les coulisses du Parlement européen. Alors dans les commentaires, Laurent qui nous dit l'Allemagne et les Pays-Bas veulent appliquer pour l'Italie, l'Espagne et la France des mesures drastiques et antisociales. C'est ça dont je parlais en effet, c'est ces mesures d'austérité que veulent imposer l'Allemagne et les Pays-Bas. Et finalement, en fait, dans tout ça, on se rend compte que eux-mêmes seraient perdants sur le long terme à vouloir imposer ces conditions, puisque derrière, si l'Italie ou l'Espagne ou d'autres États s'écroulent, ça va entraîner toute la zone euro avec eux, et que le jeu auquel jouent l'Allemagne et les Pays-Bas, je suis pas sûre que sur le long terme, ils soient gagnants. Bernard qui nous dit il faut des fonds pour résorber les dettes des États. Nous, ce qu'on propose, c'est justement ça, c'est d'aller plus loin que juste débloquer des fonds, c'est de dire changeons la manière dont les États contractent ces prêts, et donc ça nous permettra de gommer progressivement les dettes abyssales que les États pourront pas rembourser. Pascal qui nous dit il faut remettre l'ISF et supprimer le CICE. Ça fait partie d'une des marges de manœuvre qu'on a pour financer au moins l'échelon national, mais nous aussi à l'échelon européen, on a dit pourquoi vous abordez pas cette question, y compris pour avoir une taxe sur le patrimoine à l'échelon européen par exemple. Morissette qui nous dit on est prisonnier de la dette européenne. C'est vrai qu'on est prisonnier de cette dette, et c'est pour ça que si on arrive à se libérer de cette dette européenne, alors on se libérera aussi des conséquences que ça peut avoir vu comment est utilisée cette dette. N'hésitez pas d'ailleurs à continuer à commenter et à poser des questions. C'est chouette de voir que vous vous intéressez aussi au sujet européen. C'est un autre truc aussi, je me suis dit, c'est que on nous dit tout le monde s'en fout de l'Europe, etc. Mais je crois que là, au contraire, on a des attentes fortes au niveau de l'Europe et il faut qu'ils soient à la hauteur. Et pour le moment, c'est loin d'être le cas malheureusement. Annick qui nous dit comme d'habitude on va renflouer les banques, mutualiser leurs pertes, mais elles ne partageaient pas leurs gros bénéfices, toujours les mêmes qui trinquent. Et c'est vrai que quand je disais tout à l'heure qu'il fallait tirer les leçons du passé, dans les leçons qu'il faut tirer, c'est aussi la dette, la crise des dettes qu'il y a eu en 2011, qui a fait suite à la crise financière de 2007. Et là, à l'époque, en 2007-2008, la Banque centrale, elle a renfloué en effet largement les banques. C'est des centaines de milliards d'euros qui sont allés directement dans le système bancaire, mais en fait dont l'économie réelle n'a jamais vu la couleur, puisque cet argent a essentiellement servi
à alimenter les activités spéculatives sur les marchés financiers, d'où l'importance de tout l'argent qui, je pense, réinjecté doit être contrôlé pour savoir où il va en fait et pour qu'il soit utile, parce que sinon c'est de l'argent qui sert à alimenter cette bulle spéculative. Norbert qui nous dit: est-ce que toutes vos bonnes idées sont soutenues au sein de cette assemblée européenne toxique? Si oui, par qui? Vous êtes combien à soutenir ces idées? C'est une bonne question. Alors, on va voir là avec le résultat des votes. Donc, je vous ai dit, vu qu'on vote avec ce système-là qui est un peu long, on en a plein là, j'en ai un autre avec moi. Donc, on fait plein de croix et de colonnes. On n'a pas encore tous les résultats des votes. On va continuer à voter ce soir et demain, donc je pourrais vous faire un débrief complet sur les votes. Mais bon, après, je veux dire, il n'y a pas de gros suspense malheureusement sur les votes. On est globalement, on est isolé au sein du Parlement européen. On est quand même soutenu par tout notre groupe, donc notre groupe de la gauche unitaire européenne, qui, je pense, aujourd'hui, est le seul à incarner à la fois une voix critique sur ce qu'il fait, mais aussi une alternative. On essaie d'être constructif et de proposer des solutions. Parce que certains vont dire juste l'Europe n'est pas à la hauteur et puis c'est tout. Et nous, on dit, bah en fait, il y a une autre voie. On peut se servir complètement, transformer nos dogmes, nos habitudes, mais on pourrait trouver des solutions de cette manière-là. Et je sais que certains d'entre vous se disent, mais au final, ça sert à quoi d'être présent au Parlement européen? On se fait marcher dessus, on n'est pas entendu, etc. Bah, évidemment, moi, j'aimerais qu'on ait plus de pouvoir. J'aimerais qu'on soit plus entendu. Et en même temps, je me dis que si on n'était pas là, justement, pour porter cette voix critique et ces alternatives, ces propositions alternatives, bah, en fait, il n'y aurait personne pour le faire. Et je voudrais laisser personne croire que l'austérité qu'on va imposer dans les prochains mois et les prochaines années est la seule alternative. Et qu'on pourra se souvenir de ce moment-là où nous, on était présents au Parlement européen et on leur a dit on vous laissera pas faire. 2, on vous a vu, personne ici ne parle de l'austérité, nous on va le faire. On voit très bien clair dans votre jeu et on vous demande d'enlever ces conditionnalités et surtout, on ne reste pas là les bras croisés, on vous propose d'autres alternatives que vous devez étudier, je pense, sérieusement. D'autres questions, c'est chouette de voir que vous avez plein de questions sur le sujet. Totov qui nous dit: comment unir une dette sachant que chaque pays n'a pas les mêmes demandes en termes d'emprunt? C'est une très bonne question. De manière concrète, la manière dont ça va se faire, par exemple, mettons, de manière simple, je vais prendre des chiffres qui sont pas les vrais chiffres, mais pour vous donner une idée, la France, elle a besoin d'emprunter 100 milliards, l'Italie 80 et l'Espagne 60. Bah, elles disent, on emprunte 100 plus 80 plus 60, ça fait, si mes comptes sont bons, 240, et elles vont émettre un titre de dette commun. Donc, elles vont emprunter ensemble sur les marchés financiers à hauteur de 240 milliards d'euros, ce qui leur permettra, vu que la somme est plus importante que s'ils empruntaient seuls, ce qui leur permettra d'emprunter à un taux beaucoup plus bas, et donc, derrière, que ça leur coûte moins cher. Et après, chacun récupère, entre guillemets, sa part du gâteau. La France, les 100 milliards, l'Italie, les 80 milliards, l'Espagne, les 60 milliards. Voilà, en gros, le principe de la mutualisation des dettes qui, si vous voulez mon avis, une première étape indispensable, mais non suffisante. Indispensable parce que dans un premier temps, ça permet de faire baisser les taux d'intérêt, en particulier pour l'Italie et l'Espagne. Mais il faudra envisager dans un second temps d'annuler une partie de ces dettes parce que sinon en fait c'est reculer pour mieux sauter en fait. Luc qui nous dit justement: comment pensez-vous imposer vos bonnes idées à l'Europe si l'on n'est pas majoritaire et bloquer ces mesures d'austérité? Grâce à vous parce que je suis convaincue que on n'est peut-être pas majoritaire au Parlement européen, mais on est majoritaire dans l'opinion publique. Il y a un signe qui ne trompe pas, par exemple en Italie, c'est que la majorité de la population italienne est largement opposée aux conditions que veut imposer l'Union européenne aux fonds qui sont débloqués. Et je crois naïvement, et je voudrais pas que ça paraisse présomptueux, mais je crois que cet avis majoritaire, encore faut-il pouvoir expliquer, faire de la pédagogie. Moi, j'essaie d'utiliser tous les outils qu'on a à notre disposition. Dans les outils qu'on a à notre disposition, c'est par exemple la résolution commune du Parlement européen. Nous, on a décidé de pas la voter et de pas la signer. Et on a fait une contre-proposition avec une résolution complète. Ensuite, on a déposé des amendements sur la résolution commune pour essayer de mener la bataille sur chaque sujet. Sur le sujet des dettes, sur le sujet des conditions d'austérité qui sont posées, etc. Ensuite, je crois,
beaucoup à la mobilisation sociale en dehors des institutions européennes. Évidemment, nous, ici, on va jouer notre rôle, mais honnêtement, on ne les fera céder que s'il y a une demande forte qui vient de partout. Et il n'y a pas besoin d'être un expert des politiques monétaires, des politiques fiscales, des politiques européennes. Franchement, sentez-vous légitime. Est-ce que vous voulez qu'on vous impose une nouvelle cure d'austérité? Est-ce que vous voulez une nouvelle coupe dans les services publics? Est-ce que vous voulez travailler plus longtemps? C'est ça aujourd'hui les questions qu'il faut se poser. Est-ce que vous êtes prêt à une révolution dans la politique monétaire avec la Banque Centrale Européenne? Et c'est pour ça aussi qu'on se bat pour faire en sorte que on puisse réussir, j'espère, à gagner cette bataille, à la fois à gagner une bataille idéologique, mais derrière aussi à gagner des batailles pratiques. Ensuite, il y a aussi, ah oui, on me fait signe de parler, je vous ai beaucoup parlé de la résolution, mais ce qu'on vote aussi cette semaine, c'est des procédures, dans le cadre de procédures d'urgence, il y a des fonds qui sont débloqués au niveau européen, et c'est pas autant d'argent qu'on le voudrait, mais il y a quand même plusieurs dizaines de milliards d'euros qui ont été débloqués grâce à notre action, notamment à travers mon collègue Younous, qui est président de la commission du développement régional, où en gros on a fait tous les fonds de tiroir qu'on pouvait au niveau européen pour débloquer quelques dizaines de milliards d'euros. Et c'est vrai que c'est pas suffisant pour tenir dans la durée, mais c'est quand même une aide qui sera, je pense, bienvenue, au moins dans l'immédiat pour répondre à la crise. Et j'espère aussi que après ces votes-là de mesures d'urgence, nous allons pouvoir collectivement au niveau européen tirer toutes les leçons de la crise pour réorienter notre travail dans les mois prochains, surtout les dossiers législatifs, plutôt que de mettre en pause par exemple tous les dossiers législatifs qui traitent de l'écologie en disant c'est pas l'urgence, qui se disent au contraire comment relancer la machine économique. Une des manières de relancer la machine économique, c'est d'avoir un grand plan d'investissement vert. En gros, on ne sauve pas toutes les entreprises à tout prix, mais on en profite pour réorienter l'économie. Parce que je crois, et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, je crois que la crise du coronavirus, c'est une forme de répétition générale de l'enfer des catastrophes écologiques qu'on commence déjà à vivre et qu'on va vivre dans les prochains mois et les prochaines années. Et on doit plutôt s'en servir comme une alerte pour réorienter complètement notre économie. Voilà un petit peu comment on essaie de se battre, tant dans les institutions européennes qu'à l'extérieur des institutions écologiques, en menant aussi une bataille qui est de l'ordre de la pédagogie pour faire en sorte que chacun puisse maîtriser les outils et que on ne nous dise pas non, les peuples n'ont rien à dire, au contraire on est les premiers concernés. Ensuite, mais n'hésitez pas à continuer à commenter et à faire des propositions. Il y a un dernier point que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui pour parler de la situation et y compris de la comparaison au niveau international. C'est l'impact de cette crise dans les pays en développement et dans les pays les plus pauvres. On n'est pas égaux face à la crise du coronavirus au sein de nos États européens, mais aussi entre les États et entre les régions du monde. Parce que quand on pense à tout ce dont on a besoin pour répondre à cette crise, bah forcément on n'est pas outillé de la même manière, que vous soyez en France ou tiens en République démocratique du Congo où moi j'ai travaillé pendant 2 ans. D'abord pensez tout simplement à les gestes barrières. L'accès à l'eau et au savon pour se laver les mains, dans le monde, il y a plus de 2 milliards de personnes qui n'ont pas régulièrement accès à l'eau potable. Dans les pays les moins développés, il y a même 3 personnes sur 4 qui n'ont pas accès à l'eau et au savon. Donc, un des premiers gestes de barrière de se laver les mains, c'est déjà compliqué. Ensuite, en matière de distanciation sociale, c'est difficile dans de nombreuses villes qui sont surpeuplées. Et forcément, le confinement, il est encore plus difficile quand vous êtes mal logé. C'est vrai en France, dans certaines villes et dans certains quartiers, mais c'est encore plus vrai dans certaines grandes mégalopoles internationales. On peut penser par exemple à Sao Paulo où il y a plus de 20 millions d'habitants. Et puis on travaille aussi pas de la même manière dans beaucoup de pays pauvres. Rien que le concept de télétravail est même pas envisageable. Il n'y a pas forcément d'ordinateur, de connexion, voire même d'électricité.
et non plus de dispositifs de chômage partiel pour venir en aide. Donc ça, c'est sur le quotidien de comment vous faites vous en tant qu'individu quand vous vous trouvez dans un de ces états. Ensuite, en matière de la gestion de la crise par les autorités publiques, d'abord, quand on pense à l'état des systèmes de soins et des hôpitaux publics dans certains pays en développement, il y a de quoi être inquiet, ce d'autant plus que la Banque mondiale et le FMI, le Fonds monétaire international, ces dernières années ont longtemps conditionné l'aide au développement à des conditions de baisse de coupe dans les dépenses publiques de santé. Tiens, on peut aussi faire le parallèle avec l'Union européenne d'ailleurs. Et le résultat, c'est que quand il y a à peu près 80 infirmières pour 10 000 personnes en moyenne en Europe, c'est plus que 16 en Asie, toujours pour 10 000 personnes, et 9 en Afrique. Vous imaginez, entre 9 infirmières pour 10 000 habitants et 80, ça fait évidemment une grande différence. Et puis si vous rajoutez à tout ça, en plus, une conjonction de crises, d'autres crises qui viennent s'ajouter, se superposer, comme des conflits. Un exemple qu'on peut évoquer, c'est au Myanmar, dans l'état du Rakhine, où le coronavirus fait des ravages. Il y a en même temps un énorme conflit, et en même temps, ça limite les possibilités d'intervention, notamment des ONG, pour venir en aide et à la rescousse. Et enfin, c'est difficile d'un point de vue économique et social pour nos États européens, et ça l'est aussi, et d'autant plus pour les États les plus pauvres. D'une part parce que la crise touche et affecte certains points névralgiques des pays en développement. Par exemple, le secteur du tourisme qui est particulièrement affecté et qui représente souvent une part importante du PIB des pays les plus pauvres, mais aussi des biens qui sont destinés à l'exportation et qui sont extrêmement limités ces dernières semaines, voire ces derniers mois, avec en plus la chute des prix des denrées premières à l'export. Si vous rajoutez à ça l'économie informelle qui est extrêmement développée dans ces pays et donc qui est beaucoup plus difficile en ce moment, et du coup une économie qui est beaucoup moins protégée à tout type de choc, on estime, et c'est un chef des Nations Unies, que ça ferait une perte de revenus déjà de plus de 220 milliards de dollars pour les pays en développement, à peine en quelques semaines. Ça, c'est à l'heure où je vous parle. Mais évidemment, vous rajoutez à ça la fuite de capitaux privés, vous rajoutez à ça le fait que probablement les États les plus riches, pour affronter leur propre crise, vont diminuer l'aide publique au développement aux États les plus pauvres. Et enfin, cerise sur le gâteau, là aussi on peut faire le parallèle avec l'Union européenne, se pose la question de la gestion des dettes, qui est encore plus importante pour les pays les plus pauvres. Et cette dette, pour ces États-là, elle est à peu près 2 fois plus importante qu'en 2008, au moment de la crise, le plus gros de la dernière crise économique. Et elle est détenue essentiellement par des acteurs privés, donc c'est assez difficile. Et là aussi, pour ces États en particulier, se pose la question de l'annulation de cette dette. D'abord, on peut, et c'est une des préconisations faites par les ONG, par Oxfam notamment, pour qui je travaillais avant, de suspendre les remboursements de dettes cette année, pour déjà alléger la pression qui pèse sur ces États, mais aussi permettre à l'avenir des emprunts qui sont simplifiés, sans les conditions qu'impose en général le Fonds monétaire international, et en plus une aide directe qui devrait être fournie à ces États si on veut qu'ils puissent faire face à la crise. Et là-dessus, on pensait avoir une bonne surprise parce que Emmanuel Macron avait annoncé cette semaine dans son allocution l'annulation des dettes des États africains. Moi, sur le moment, je me suis dit, chouette, il nous a entendus, ça va dans le bon sens. Bon, son discours était pas du tout à la hauteur, son allocution, mais au moins, si on peut avoir gagné ça, honnêtement, c'est toujours ça de prix. Sauf que, en réalité, depuis ce qui a été décidé par le G20, vous savez, le club des 20 États les plus riches, qui font un peu la pluie, le beau temps sur la planète Terre, ils viennent d'annoncer un moratoire de cette dette, ce qui permettra de libérer, pour le moment, 12 milliards de dollars dans les pays les plus pauvres, mais c'est juste un moratoire. Donc en fait, c'est temporaire et ça n'exonère pas ces États de rembourser la dette, pas cette année, mais l'année d'après,
et vous rajoutez à tout ça les intérêts supplémentaires dus pour cette année. Et donc, résultat, en fait, ça fait plus de 12 milliards d'euros qui seront reportés de 2020 à 2021 et qu'il faudra ajouter à ce que les États devront rembourser en 2021. Et à n'en pas douter, je pense qu'ils seront très probablement pris à la gorge. Mais pour être honnête, comme les États européens vont être pris à la gorge. Et la question de l'annulation des dettes se pose à toutes les échelles, tant pour les États africains que pour les États européens. Et d'ailleurs, si on veut être cohérent, si Emmanuel Macron a dit lui-même qu'il était en faveur de l'annulation de la dette des États africains, bon, même si on voit qu'en pratique, c'est pas tout à fait ce qu'ils font, alors il devrait aussi défendre la même chose au niveau européen. Mais comme en général, la cohérence, c'est pas vraiment ce qui les étouffe, on voit bien que en réalité, c'est malheureusement pas la direction qu'ils prennent, mais je pense qu'il faudra être extrêmement vigilant sur ce qui se passe dans ces États-là, parce que non seulement ça va être source de troubles importants, je pense, dans les mois et années à venir, avec aussi une potentielle crise alimentaire qui s'ajoute, et puis je pense qu'il en va aussi de la solidarité, ce fameux concept qui est brandi à tout va en ce moment, et je pense que notre devoir et notre responsabilité est de lui redonner du contenu, justement. Voilà un peu ce que je voulais vous raconter. Bernard qui nous dit, pour finir, nous résisterons. Vincent qui pose la question, il faudrait donc quitter le G20. En fait, le G20, c'est pas vraiment un cadre formel, tu vois. C'est pas comme l'Union européenne où il y a des traités formels auxquels on appartient. C'est plutôt un club informel des États les plus riches du monde qui font la pluie et le beau temps. Donc, moi, je pense qu'il faut pas le quitter. Au contraire, il faut l'utiliser comme une réelle plateforme pour essayer d'influencer les décisions des États les plus riches et les plus puissants au monde. On a la chance d'en faire partie, mais du coup, on doit défendre, je pense, les intérêts des États les plus pauvres, un petit peu comme on doit le faire aussi au niveau, je pense, au niveau européen. Voilà un petit peu, je balaye vos commentaires, je vois pas d'autres dernières questions. Du coup, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, ce petit débriefing. On a eu beaucoup de questions et de commentaires, peut-être plus que d'habitude, donc c'était chouette. J'espère avoir répondu à l'essentiel. Et puis, je vous donne rendez-vous pour un prochain live, un journal du confinement la semaine prochaine. Moi, je vais retourner et retrouver mon petit appartement de confinement, quitter ces bâtiments du Parlement européen qui sont encore plus insipides que d'habitude. Alors déjà d'habitude ils sont pas très gais, mais là c'est encore pire que d'habitude en étant vide. J'espère que vous porterez bien, que tout va pour le mieux pour vous. Et je vous propose notamment que la semaine prochaine, on se débriefe les mesures de réponse à la crise économique côté français, cette fois-ci avec les annonces de 100 milliards d'euros proposés et votés par le gouvernement. D'ailleurs, si vous avez des sujets, j'en profite, ou des choses sur lesquelles vous interrogez, vous voulez des décryptages, vous voulez qu'on en discute ensemble, n'hésitez pas aussi à nous les mettre en commentaire. Je les prends volontiers. Nous, on réfléchit à chaque fois, on rebondit sur l'actu. Mais c'est chouette d'avoir vos propositions. Donc voilà, n'hésitez pas si vous en avez, on les prend. Vous pouvez nous les envoyer en message privé ou ici en commentaire. Et j'espère que, en tout cas, ça répond à vos attentes. Et puis, n'hésitez pas à partager largement ce live, même après sa fin, parce qu'il sera regardable. Voilà, moi je vous laisse, prenez soin de vous, et puis si vous regardez l'émission de France 2 ce soir, je pense que vous aurez pas mal de clés de décryptage. N'hésitez pas à poser vos questions, à demander des comptes à notre chère présidente de la Commission européenne qui a bien besoin d'écouter une voix critique. Allez, à très vite, prenez soin de vous, ciao ciao.